retrouve dans ce nouveau vlog aujourd'hui. J'ai envie de vous parler du langage sensoriel de votre enfant. C'est un livre qui vient de sortir. Et de Priscilla Dunham, je pense que c'est le nom. De toute façon, je vais vous mettre la couverture à un moment donné dans le vlog pour vous montrer. Et c'est vraiment un livre qui m'a marqué. En fait, elle parle du postulat qu'on peut classer tous les enfants, mais aussi les adultes, dans 4 catégories, qui est le langage sensoriel dominant de ces personnes. Donc il y a d'abord le langage tactile. Donc ce sont, vous voyez, le genre de personnes qui aiment bien toucher les gens à chaque fois qu'ils leur parlent, qui ont toujours un bic dans la main, qui tripotent pendant les réunions, enfin voilà, ce genre de choses. Chez les enfants, c'est des enfants qui ont tendance à faire beaucoup de câlins, qui vont beaucoup vers les autres, mais aussi qui ont aussi besoin d'avoir toujours un truc dans les mains et qui peuvent rester beaucoup de temps là-dessus. Par exemple, ma fille est tactile et on a été à un mariage il n'y a pas très longtemps. Et en fait, il y avait sur les programmes, vous voyez qu'il y a dans les églises, le programme de mariage, quoi, avec les chansons, etc. Il y avait du raffia tout autour du truc. Et ben pendant les quasi 2 heures qu'a duré la cérémonie, ma fille a tripoté ce raffia. Voilà. Donc, vous allez dire, tous les enfants chipotent un peu, oui, ça évidemment, mais ceux qui ont vraiment un langage tactile dominant, voilà, ils peuvent comme ça rester 2 heures là-dessus. Il y a ensuite le langage visuel. Ça, voilà, ça se voit tout de suite. Voilà, c'est la personne qui a un bureau hyper ordonné, qui ont quand vous visitez leur maison, vous avez l'impression d'être dans un magasin de déco, tellement tout est bien mis, il n'y a aucune fausse note ni rien. Chez les enfants visuels, il y a aussi cette idée de l'ordre, ou alors ils aiment bien classer les choses. Si vous disparaissez de leur vue, voilà, ça devient un drame, enfin voilà, ce genre de choses. Il y a ceux qui ont le langage sensoriel comme langage dominant, donc voilà, ce sont des gens qui sont très à l'écoute de la musique, évidemment, pour lequel il faut vraiment pas leur parler mal ou leur parler trop fort, parce que voilà, ouais, c'est aussi le genre de personnes, s'ils vont dans un endroit un peu bruyant, ils vont avoir du mal à s'en remettre, ou alors ils sont pas du tout à l'aise, quoi. Et enfin, le quatrième, elle a eu plus de mal à le découvrir, cette quatrième catégorie, ce sont les olfacto-gustatifs, voilà. Et ça, c'est mon langage, à moi. Et donc ça veut pas dire qu'on ne vit qu'à travers le goût ou l'odorat, mais c'est un statut un peu plus complexe. Désolée, il y a ma fille qui s'amuse. Oui, je te vois, t'inquiète. Donc, je disais quoi? Oui, olfato-gustatif. Donc c'est des êtres assez sensibles en fait. Voilà, tout ce qui est olfacto-gustatif est évidemment hyper important. Donc voilà, moi par exemple, j'ai beaucoup de mal à supporter des gens qui portent du parfum. Ou un peu trop fort, c'est vraiment... pour moi, c'est hyper perturbant en fait. Et quoi d'autre, voilà, qui ont aussi... Voilà, qui sont très difficiles. C'est des enfants et aussi des adultes qui sont très difficiles niveau goût. Par exemple, s'ils prennent, je sais pas moi, une barre chocolatée et qu'ils changent la formule, qu'ils changent le goût, c'est un drame, tu vois. C'est vraiment un drame pour ce genre de personnes comme moi. Voilà. Et donc, on peut tous se classer là-dedans. Et en fonction de ça, elle nous explique comment on peut parler à ces personnes, comment agir avec ces personnes, et surtout avec les enfants. Voilà, aussi elle parle de chaque interaction, donc un parent tactile avec un enfant visuel, quelles sont les difficultés, etc. Donc c'est vraiment un livre hyper intéressant. Maintenant, je la trouve un peu exagérée dans le sens où l'auteur dit vraiment que la plupart des problèmes quotidiens viendraient de cette mésentente entre les différents langages corporels dominants, sensoriels, pardon, dominants, pour lequel je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas tout limiter à ce concept. Après, je trouve que c'est vraiment un concept intéressant. J'avoue que depuis que j'ai lu le livre il y a une grosse semaine, je scanne tout ça. Dès que je rencontre quelqu'un ou que je vois quelqu'un, même dans mes proches, j'essaie à chaque fois de déterminer leur langage. Et c'est vrai que ça devient vite évident, en fait, selon certaines...
certains choix, quoi. Selon voilà, certaines attitudes, on peut vite déterminer ces choses-là. Voilà, donc je rédigerai probablement un article sur le blog aussi pour vous en parler un petit peu plus, mais je tenais à faire ce petit point. Voilà. Je viens de vous montrer les Bobux de ma fille, parce que je vois encore beaucoup de choses un peu désuètes dans les magasins de chaussures pour les enfants. Et donc j'en profite pour faire un petit rappel, c'est que contrairement à ce qu'on dit encore dans les magasins, il ne faut pas que les chaussures des enfants qui sont tout juste en âge de marcher soient rigides, que ça tienne la cheville, etc., etc. En fait, au contraire, il faut quelque chose d'hyper souple, qui n'entrave pas du tout la cheville ni rien, parce que justement ils sont encore des pieds en formation et on estime qu'un pied est encore en formation jusqu'à l'âge de 5 ans. Donc si je peux vous dire, n'achetez pas des chaussures rigides pour vos enfants jusqu'à cet âge là si possible. Oui, il y a plein d'alternatives en souple. Il y a les chaussons souples, comme je viens de vous montrer, Kamaina des Bobux, qui sont idéales dès qu'ils commencent un peu le 4 pattes, ou même avant si vous préférez. Voilà, c'est du cuir, ou alors c'est du... Ça peut être aussi... Il existe aussi des chaussures véganes si vous voulez, mais voilà, c'est de matière très souple, et pareil pour les premières chaussures, il faut que ça reste souple. Alors comment on teste la souplesse? On s'est pincé, on s'est plié, on va plutôt dire ça, plier la semelle en longueur et en largeur, ce qui montre la souplesse du truc. Le souci, c'est que ça coûte vraiment très cher. Il y a quelques alternatives bon marché, comme chez Decathlon, où ils vendent des trucs pour 15-20 €. Mais sinon, c'est vrai que ça reste assez cher. Les Bobux que j'ai là, elles coûtent 30 € par exemple. Mais voilà, c'est mieux d'en passer par là que de mettre des choses où vous risquez après de devoir aller chez le podologue pour votre enfant parce qu'il n'a pas su assez muscler son pied, parce que vous l'avez mis dans des chaussures rigides justement. Voilà. J'ai oublié de vous dire un truc aussi, donc concernant les chaussures et les chaussons souples, c'est qu'il y a un super groupe Facebook si le sujet vous intéresse et si vous voulez chausser vos enfants ainsi. C'est Chaussons-nous en souple sur Facebook, donc c'est un groupe Facebook. Et vous aurez plein de trucs, plein d'astuces, où trouver des chaussons souples, de comment bien mesurer le pied de vos enfants pour savoir s'ils ont des pieds plutôt forts, enfin voilà, s'ils sont des pieds plutôt larges, plutôt faibles, etc. Et quelles marques sont adaptées à ce type de pied. Voilà, autre sujet, mais je suis un peu étonnée, c'est qu'on a déjà reçu, alors qu'on est aujourd'hui le 5 octobre, le catalogue de jouets pour la fin d'année. Je trouve ça fou. Je dirais, la rentrée est à peine passée, quoi. Enfin. Je vais finir là pour ce blog, merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Salut!